principal dans la recherche de l'optimisation de nos efforts de test. Et là, on va voir comment l'intelligence artificielle peut nous y aider, et notamment pour générer des tests d'évaluation par apprentissage. Et donc, c'est Julien Bottella de la société Sciences Testing qui va nous faire cette présentation. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Julien Bottella, je suis chef de projet chez Smart Testing. Je travaille aussi sur le projet Philae, qui est un projet de recherche collaboratif. Et je vais parler aussi au nom de Fabrice Bouquet, qui est professeur à l'Université de Franche-Comté, et de Frédéric Tamagnan, qui est en thèse chez Orange, qui font partie du projet Philae et de l'association d'entreprises et d'universitaires qui travaillent sur ce projet. Donc, je vais vous parler de la génération de tests de régression par apprentissage sur des traces d'exécution. On va déjà voir comment on va s'organiser la présentation. On va parler des différentes motivations qui nous ont amenés à vouloir aller dans cette direction. On va vous présenter les différents jalons. C'est un projet qui est en cours, donc on a des choses qui ont déjà été faites, on a des choses que l'on espère avoir réussi à faire d'ici la fin du projet. Et je vais vous présenter un tout petit exemple fil rouge rapidement qui va nous permettre d'illustrer l'usage de l'IA dans Philae en vous montrant un processus global, l'outillage Philae que l'on a produit, et on va rentrer un petit peu plus dans l'IA. On va rester très haut niveau, c'est juste pour avoir des notions et voir de quelle manière on l'utilise, surtout sur les notions de clustering. On va voir comment on arrive à avoir de la visualisation, de la sélection des traces qui ont été enregistrées par C, et de quelle manière, grâce à de l'apprentissage, on va pouvoir générer des scénarios de test. Ensuite, au final, on vous montrera des premiers résultats qu'on a obtenus sur des études de cas et les perspectives pour la suite du projet. Donc on va commencer par une brève introduction. Vous savez tous qu'on a ce mouvement et cette transformation agile qui nécessite d'avoir des mises en production plus fréquentes, une accélération des mises en production. Et les changements sur les logiciels vont être plus fréquents. On a toujours un très fort besoin de qualité. Et pour être plus réactif, pour pouvoir aller plus rapidement et mettre en production plus rapidement, l'automatisation de ces tests est un enjeu majeur. Donc là, ce que l'on veut aussi, c'est en plus, avec ce projet, vraiment prévenir les risques en production par rapport aux usages des utilisateurs. Vous allez le voir, c'est pourquoi on va apprendre de leur usage pour venir créer des tests de régression. Donc, pour l'intitulé du projet, le pitch un peu de Philae, c'est un projet de recherche, on vise à une automatisation complète par apprentissage automatique, la création et la maintenance des tests automatisés de régression. On vise à réduire, je vais faire peur à certains, la dépendance qu'on a par rapport aux automaticiens de test. Je vais vous rassurer aussi, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, le projet Philae est un projet qui a débuté en octobre 2018 et qui va s'étendre jusqu'à septembre 2022. On a découpé le projet en deux phases. Dans un premier temps, ce que l'on veut, c'est apprendre des cas de test de régression à partir de traces d'exécution. À partir de là, ce que l'on veut, c'est être capable de produire des scripts de test automatisés, abstraits. Donc il restera une couche d'adaptation à réaliser pour les exécuter. Dans un deuxième temps, ce que l'on vise à obtenir, c'est l'implémentation de ces scripts automatisés concrets. Et on a des challenges sur les données de test nécessaires à produire pour cette exécution. Ce que l'on va viser, c'est obtenir des tests fonctionnels automatisés de régression au niveau API. Donc on est vraiment sur cette catégorie de tests-là. Et donc, pour vous montrer un peu ce que l'on a fait jusqu'ici, on va vous parler d'un cas d'étude qui s'appelle Scanex. Vous connaissez tous dans les supermarchés l'utilisation des petites scanettes pour venir scanner ses produits, annuler
aller à la caisse et aller jusqu'au paiement. Donc, au niveau de l'Université de Franche-Comté, il y a eu un développement d'une petite application web qui permet de venir simuler l'utilisation de Scanet. Et donc, on a aussi des tests fonctionnels existants qui viennent avec cette application. Le but ici, c'est la mise au point de nos outils Philae et de voir si les IA que l'on produit et que l'on utilise nous permettent d'obtenir des tests qui correspondent bien à ce que l'on voulait obtenir au départ. Donc c'est notre jeu d'essai au départ, et donc on va avoir des différentes fonctionnalités de déblocage, scannage de produits, suppression de produits, ajout de produits, etc. On va se baser sur les traces. Donc ici, on a un exemple de log de l'utilisation de cette scanette. Ces logs, on va avoir différents formats. Le but étant d'utiliser ces logs comme point d'entrée des outils Philae pour pouvoir venir aller jusqu'à la génération de tests. Donc, voilà, c'était le petit exemple fil rouge. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que Philae? Et tout d'abord, on parle d'IA. Donc, j'ai pris la définition du Larousse, qui est très large. C'est l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler de l'intelligence. C'est un peu fourre-tout. Finalement, l'IA, il y a beaucoup de choses. Et on va plutôt s'intéresser là à l'apprentissage automatique, donc au machine learning. Et pour Philae, on a plusieurs besoins. On a un besoin de sélection des scénarios de test que l'on veut obtenir et des traces que l'on a parsées. Vous allez voir ça ensuite. Et on a besoin de génération de tests. Donc on utilise différentes techniques d'IA à différents niveaux pour venir assister et aider la conception de tests fonctionnels de régression. Je vais vous expliquer le processus global Philae. On a très souvent, autour d'une application web, travaille avec des API, des services, on va avoir un système sous test avec éventuellement déjà des tests. Les tests ne sont pas requis au départ, mais on peut déjà avoir des tests. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'usage et la production des traces par des utilisateurs en production. Et donc, vous voyez en haut à gauche qu'on va pouvoir donner en entrée de nos outils des traces d'exécution en production et des traces d'exécution des tests automatisés. À partir de là, dans un premier temps, ce que l'on a mis en place, c'est la capacité de venir créer des clusters, c'est-à-dire de regrouper des tests par similarité, des traces par similarité, pour venir identifier les différents cas d'usage de l'application. À partir de là, on va être capable, vous verrez par la suite, d'identifier les cas de tests qui sont manquants vis-à-vis de ceux qui existent dans les tests automatisés. Une fois qu'on a fait ça, on va apprendre des traces. Apprendre des traces, ça va nous permettre de les représenter visuellement pour pouvoir avoir du contrôle et pouvoir se rendre compte de l'usage de l'utilisateur sur l'application cible, mais ça va aussi nous permettre de passer à une phase ensuite, une fois qu'on obtient des modèles, de génération de scripts de test. Donc on va être sur des scripts abstraits que l'on vise à pouvoir automatiser par l'implémentation d'une couche d'adaptation. Le Graal, la prochaine étape du projet, consistera aussi à aider et à venir au maximum automatiser l'automatisation. Donc, de Philae ont été produits, on va dire, 2 outils. On a une boîte à outils Python, donc beaucoup de choses en IA sont faites en Python. Donc ça nous permet d'avoir accès assez rapidement à des bibliothèques. On ne va pas réinventer la roue, il y a énormément d'algorithmes et de techniques d'IA qui existent, qui sont très bien établies, qui sont très bien implémentées. Ce que l'on fait, nous, c'est essayer de choisir les bonnes qui vont bien répondre à nos besoins et de les servir pour vraiment s'adapter aux besoins que l'on a de génération à partir de traces.
et une deuxième application qui est une application web qui, elle, permet de visualiser, d'avoir un aperçu graphique de ce qui a été réalisé. Et je vais venir vous présenter plutôt cette deuxième partie, vous allez voir par la suite. Donc, on va démarrer par le clustering. On est, vous le voyez sur le petit picto en bas de votre écran, sur la partie que je vous ai montrée de classification et de sélection des traces. Donc, c'est une méthode d'apprentissage qui permet de classer des individus selon des caractéristiques. On va prendre par exemple en biologie différentes espèces animales. Il va falloir que l'on puisse caractériser des espèces en disant ça a un bec, ça a des plumes, ça a 2 pattes, ça a 4 pattes, etc. Et à partir de là, l'IA va pouvoir classer et créer des groupes par similarité. Ce que l'on se dit, c'est que l'on veut pouvoir utiliser la même chose au niveau des traces. Et le clustering nécessite de créer donc des vecteurs. Ces vecteurs étant justement, ça a des plumes, ça a des pattes, etc. On va mettre des 0 ou des 1 qui vont permettre de placer les différents individus dans un repère. Et plus les individus seront proches dans ce repère, plus ils appartiennent au même groupe. Donc, comment on va faire pour arriver à utiliser cela autour des tests? On a déjà une première phase de préparation des données. On a autant de formats de logs qu'existe d'applications. Finalement, on a beaucoup de choses. On a aussi des logs issus d'outils comme Datadog qui sont plutôt formatés et très bien établis. En tout cas, il va falloir qu'on parse ces logs et qu'on extrait l'information. À partir de là, le but étant aussi de définir et d'identifier des sessions utilisateurs. Dans les logs, les sessions utilisateurs sont noyées, on va dire. Donc là, il nous a fallu trouver des moyens de pouvoir aider. Donc dans Agilka, dans la boîte à outils, on va pouvoir définir des débuts, fin de session ou des possibilités de reconnaître des débuts et fin de session. On a besoin pour ça encore de la connaissance métier et d'être assisté par l'équipe qui gère l'applicatif. Une fois qu'on a retrouvé ces sessions vont pouvoir être chacune représentée sous forme de vecteurs. Donc je vous ai parlé de classification tout à l'heure et de créer des vecteurs. Comment on va pouvoir créer les composantes ici pour pouvoir classer et regrouper les différentes sessions utilisateurs? On va avoir éventuellement les noms des actions utilisateurs qui vont apparaître dans les logs, des valeurs de paramètres, des valeurs de retour, des métadonnées. On va prendre en compte, pour aller plus loin, l'ordre des appels dans les séquencements, avec des techniques sec-to-vec par exemple. Et donc, avec tout cet ensemble-là, on va pouvoir caractériser chacun des individus qui sont chez nous une session utilisateur pour pouvoir les classer par similarité. On a des algorithmes qui sont très bien établis, qui existent, donc on en a essayé beaucoup au niveau du clustering. Des principaux, pour le moment, on parle de K-means par exemple. K-means, on va lui dire, j'ai un nombre d'individus, je veux K groupes, donc par exemple 3 groupes, et il va classer pour trouver les 3 groupes où les individus sont les plus similaires entre eux. Ça nécessite de donner K a priori. Alors quand on a un applicatif, on ne sait pas forcément le nombre de groupes qu'on veut obtenir. Donc pour ça, on a un algo qui s'appelle Shift. Il va faire la même chose, il va classer, mais lui, il va aller trouver un nombre optimal de groupes. Donc là, on a déjà quelque chose de plus intéressant. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, pendant la mise au point des outils, que l'utilisateur et le sachant fonctionnel va nous dire finalement, le groupe là, il est peut-être un peu trop fin, ou alors trop large, on voudrait encore le découper. Donc on a une troisième technique qui s'appelle du clustering hiérarchique. Ça se base sur les mêmes données, donc ça crée les mêmes groupes, mais ça va les hiérarchiser. Donc on va avoir des groupes, des sous-groupes, des sous-sous-groupes, etc. Donc ce que vous voyez sur la figure de droite, ce sont les différentes traces qui ont pu être classées. Et plus ces traces sont proches en bas, plus elles sont proches fonctionnellement.
Une fois que l'on a fait ça, on s'est servi de Scanet. Et donc là, je vous montre l'exemple avec Minshift pour obtenir des groupes, des clusters. Et alors humainement, on est venu valider la pertinence de ces groupes. Et on est allé regarder de quelle manière les algorithmes avaient regroupé les différentes traces et sessions utilisateurs. Et on va se rendre compte qu'on a, humainement, si on regarde l'ensemble des traces, le premier groupe, ça va être une utilisation classique des utilisateurs. Le deuxième, ça va être avec des références d'achat inconnues, etc. Et donc, on a gagné confiance dans nos algorithmes, dans le clustering, et on s'est rendu compte de cette manière que, effectivement, on arrivait bien à retrouver des parcours utilisateurs bien établis. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a lancé le clustering sur les traces de production utilisateurs, mais sur les traces issues des tests. À partir de là, on peut voir dans chacun des groupes qui ont été créés, des clusters qui ont été créés, si en face de chaque cluster, on a bien des tests. Et typiquement ici, on se rend compte que pour certains parcours utilisateurs, il nous manque des tests. À partir de là, on a besoin de pouvoir manipuler, sélectionner nos différentes traces pour pouvoir en obtenir des tests. Je vous ai parlé du dendrogramme tout à l'heure, donc il y a cette représentation qui est le cluster hiérarchique. C'est pas très manipulable de cette manière-là, vous voyez bien. Donc ce qu'on a fait, c'est une petite interface web qui nous permet justement de représenter ça. L'avantage étant qu'on va pouvoir sélectionner des groupes, des sous-groupes, etc. selon la granularité que l'on veut obtenir. Donc l'utilisateur va pouvoir sélectionner par exemple que la partie verte et traiter les traces du sous-groupe que l'on voit en vert ici. À quoi ça sert à l'utilisateur de pouvoir sélectionner ces groupes? On est capable aussi, à partir d'un groupe de traces, d'inférer un modèle pour pouvoir le visualiser. Donc, si on sélectionne la portion qui était en vert tout à l'heure, l'outil va automatiquement donner une visualisation graphique des différentes traces. Et donc là, les 4 traces peuvent être réalisées grâce au diagramme que vous voyez ci-dessus. Si on sélectionne toutes les traces, on va avoir un diagramme plus large, plus complexe. Si on sélectionne d'autres traces, on va avoir un diagramme un peu plus fin et vraiment ciblé sur la trace 10 et 11 qui sont très proches fonctionnellement, on le sait grâce au clustering qui a été réalisé. Ça va nous permettre de sélectionner le sous-ensemble fonctionnel sur lequel on veut travailler. À partir de là, encore une fois, si on compare, donc vous avez en bleu des traces issues de l'usage et en vert des traces issues des tests, ce que l'on va être capable de faire, c'est de sélectionner des traces des deux côtés et de voir de quelle manière les traces issues des tests couvrent les traces utilisateurs. Sur le diagramme qui va être généré, que vous voyez, ce qui est en gris est couvert des deux côtés, ce qui est en bleu n'est couvert que par les traces utilisateurs, ce qui est en vert n'est couvert que par les traces de test. A priori là, sur les groupes que l'on a sélectionnés, il manque des tests au niveau de la forme que vous voyez en bleu, de la suppression d'articles. On a pu sélectionner les traces, on a maintenant la capacité, vous avez vu, de pouvoir choisir et de se dire l'effort de test doit se porter plutôt sur ces traces-là puisqu'il manque du test. Maintenant, comment on va faire pour générer? Lorsque l'on a appris des données, on a été capable de créer des modèles. Sur ces modèles, on est sur des modèles d'apprentissage prédictifs et on est capable de mettre des probabilités sur les prochaines actions qui vont être réalisées par l'utilisateur. Donc on a différents types d'algorithmes ensuite qui vont pouvoir être utilisés. On va utiliser des arbres de décision, des réseaux de neurones, des forêts aléatoires. On a des développements plus propres à Philae autour de chaînes de Markov, mais on va avoir différentes techniques
que l'on est en train d'étudier, que l'on met en place pour la génération de tests. Une fois que l'on a pu générer ces tests, l'idée est de pouvoir les exporter sous forme de scripts. Donc on est encore sur des scripts abstraits, mais on a des premières versions qui vont nous permettre, donc là on se retrouve dans l'IDEA, on a un export Java Cucumber, mais dans tout type de langage ou de framework, on va être capable d'exporter. Il faut faire des connecteurs à façon pour pouvoir exporter tout ça. Et par exemple ici, on va avoir l'exemple, vous voyez dans la colonne du milieu, d'un scénario de test qui est complètement paramétré et complètement instancié avec des valeurs. Et il va nous rester une bibliothèque d'automatisation à implémenter pour pouvoir exécuter les tests. Donc ça, c'est ce qu'on aura dans la suite de Philae, on va vouloir aller plus loin à ce niveau-là et aller plus loin pour aider à l'automatisation de ces scripts de test. Donc, ce que je vous ai montré là, on a appliqué sur différentes études de cas, et notamment une étude de cas en Australie, qui est une gestion de transport scolaire, donc qui permet aux conducteurs de bus de pouvoir identifier via un iPad et une carte et un lecteur les enfants qui vont rentrer ou sortir de son bus pour pouvoir prévenir éventuellement les parents d'un retard du bus ou d'une absence, etc. Cet outil génère des traces. Ce que l'on a pu faire, c'est apprendre des modèles IA et à partir de là, générer des tests de non-régression. Ces tests de non-régression ont pu être exécutés sur l'application cible. Donc, l'outillage a permis d'identifier 5 clusters principaux, 5 groupes principaux qui correspondaient à différents patterns d'usage. On a généré automatiquement des scripts de test. Ils sont pertinents et assurent une bonne couverture de la plateforme. On a relevé 80% de couverture de la plateforme par les tests. Il faut voir que sur ce cas d'étude, on n'avait pas de test automatisé initialement. Donc, on n'allait pas générer un complément. Là, on a créé des tests complètement pour cette plateforme de test. Donc, ça a permis d'identifier les patterns d'usage à couvrir dans les 5 groupes, de générer des cas de tests et de générer des scripts Java prêts à être automatisés. À partir de là, voilà, on a obtenu 27 tests automatisés, donc avec ce taux de couverture. Une deuxième cas d'étude chez Orange, donc on a un cas d'étude qui s'appelle Supply Chain, qui est une application web qui est utilisée par des opérateurs d'Orange et des techniciens de maintenance, qui va permettre de tracer l'entrée et sortie de matériel chez Orange dans les magasins, pour voir leur disponibilité. On est sur des logs ici qui étaient SOAP8. Et donc, on a obtenu ces résultats, on a fait donc l'analyse des logs, on a réussi à extraire les sessions d'usage, on a pu interpréter les comportements utilisateurs à couvrir. Vous voyez que l'on a à droite la capacité de visualiser les traces. Et on a analysé les champs de données et on a identifié les données qui vont être nécessaires pour l'exécution. Maintenant, ce qui est en cours, c'est le calcul de classe d'équivalence sur les données. Ça va être un beau challenge sur Philae. Vous savez qu'on a des données de production et qu'on a des données de test. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir, maintenant, à partir des traces en production, de trouver les données de test qui vont être utilisées sur les plateformes de test. Donc c'est un challenge à venir. Et on va pouvoir générer, c'est ce qu'on a envie d'avoir, les scripts SOAP8. Donc, en conclusion, au niveau de Philae, on a obtenu un outillage open source. Je vous invite à aller vous rendre sur ces différentes adresses. Donc, Agiltia, donc la librairie Python, la boîte à outils Python est disponible
en open source. Et le Philae Viewer va être disponible aussi, et des composants qu'il utilise, typiquement la capacité d'inférer un diagramme ou la capacité de créer des dendrogrammes, donc le résultat du clustering hiérarchique, vont être mis à disposition en open source. Donc au niveau des résultats, on a montré qu'on était capable d'analyser les logs d'exécution, donc on extrait les sessions utilisateurs. On a quelque chose qui est important, c'est l'anonymisation des données clients. Vous savez bien que voilà, on ne peut pas transiter des données sur les systèmes critiques. Voilà, il y a des raisons de confidentialité, donc on va anonymiser les données avant de faire le clustering et de travailler sur les UT. On a identifié les patterns d'usage, et vous l'avez vu graphiquement, on est capable de les représenter. On est capable de voir les différents clusters et on peut voir les graphes d'appel visuellement grâce aux diagrammes qui ont été produits. Et enfin, au niveau sélection des traces, vous avez vu qu'on a pu choisir en fonction des couvertures et de la visualisation comparée les traces qui nous intéressent et qui vont donner lieu à la création de tests. Et on a déjà mis en place différents algorithmes de génération de tests afin d'obtenir des scripts de tests automatisés. Donc, on a une première version là, donc vous avez vu les scripts de test Java avec des squelettes de scripts. Vous allez voir après que l'on va viser maintenant à avoir une plus large couverture en termes de scripts de test et de format en sortie. Et on va vouloir maintenant, d'une première part, améliorer les différents algorithmes. On veut aussi pouvoir améliorer le calcul du clustering. Et un gros challenge va être le calcul des classes d'équivalence. Donc on a déjà des travaux en cours sur des techniques d'auto-encoding pour pouvoir commencer à créer ces classes d'équivalence qui vont nous permettre de créer des données propres à l'environnement de test. Et donc, on va continuer, on a déjà différents partenaires, on va continuer à expérimenter et à valider la technologie Philae dans différents contextes. Et je vais faire comme mes petits camarades juste avant, je vais faire un petit appel. Pour ceux qui sont intéressés, on a cette adresse mail. Si ça vous semble pertinent, si vous avez déjà des logs, si vous voulez expérimenter Philae, si vous voulez donc obtenir, voir la qualité de vos logs et vous rendre compte des parcours applicatifs utilisés en production par vos utilisateurs, on aimerait bien avoir, voir avec vous, travailler avec vous sur vos données. Tout ce que vous risquez, c'est d'avoir justement une plus-value sur l'usage de votre application et d'obtenir des tests en bout de chaîne. Donc voilà, c'est une expérimentation gratuite dans le cadre du projet. Donc, je vous remercie. Vous avez des questions ? Oui, donc on a quelques minutes pour les questions. On va utiliser le même protocole, c'est-à-dire que Marie-Hélène et moi, nous approchons de vous et nous répétons dans le micro la question. On va faire de transfert de micro. Qui veut démarrer ? Alors, la question porte sur finalement le périmètre de l'apprentissage à partir des traces en production, et en particulier, est-ce que finalement on arrive à détecter des cas limites, à les extraire, compte tenu du fait que normalement en production ces cas limites ne se produisent pas. Est-ce que c'est ça ? Alors, moi j'ai pas de réponse là sur cette question-là établie, sur ces cas limites. Ce que l'on voit, c'est vraiment les parcours utilisateurs. On a des parcours qui ressortent, qui n'étaient pas prévus. On s'imagine, donc quand on va développer, quand on va tester, on a des parcours assez lumineux. Et là, on va pouvoir avoir des parcours beaucoup plus variés. Donc ces parcours ressortiraient, puisqu'on verrait graphiquement qu'on a
des chemins vraiment différents qui sont pris au niveau des diagrammes qui sont générés. Alors là, c'est pas automatiquement détecté que ce sont des parcours limites, mais on va pouvoir visuellement se rendre compte qu'on a un parcours avec un peu plus de zigzags dans le graphe ou un peu plus de variations. Il y a une question par là, c'est est-ce que vous arrivez à identifier des bugs dans des traces d'exécution? Ah non, on n'a pas cette recherche-là au niveau des traces d'exécution. Ce que l'on sait, c'est que on remonte des statuts. Ensuite, les statuts s'ils sont présents dans les traces d'exécution, ils sont utilisés au niveau du clustering. Et donc, quand on va générer des tests en bout de chaîne, on va avoir un test généré avec un résultat attendu. Et ce résultat attendu, ça doit être le même statut que celui qui était à l'origine au niveau de la trace. Donc, quand on va réexécuter ces nouveaux tests, effectivement, si on n'a pas le bon statut, on va détecter ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que vous travaillez sur des outils type Zira, c'est ça? Oui. Sur des API qui permettent de générer des tests sur Zira? Alors, sur des outils comme Zira? Là, on est sur vraiment un prototype de recherche. Après, dans notre société, on a vraiment l'habitude de produire ce genre de tests. Finalement, c'est de la transformation, c'est l'utilisation des API Jira pour les différents outils. Si vous avez du X-Ray ou autre, pour venir pousser les tests, donc c'est de la transformation. On est capable de le faire, c'est pas fait actuellement, mais c'est quelque chose qui est complètement habituel de faire. On n'a juste pas branché directement à la plateforme Fidelity. Alors, une question sur l'intelligibilité des logs. Si dans ces logs et dans ces masses de logs, on a des traces techniques, est-ce qu'on sait toujours leur exhiber finalement par le clustering ou les autres affichages une vision fonctionnelle compréhensible? C'est là que l'on avait, au tout début, je vous ai dit qu'on avait besoin de la connaissance quand même fonctionnelle. On a besoin d'être guidé pour savoir quels sont les champs pertinents, non pertinents, signifiants ou non au niveau des traces. On n'identifie pas du bruit, on ne sait pas l'enlever pour le moment. Donc par contre, quand on va parser, on va créer des règles qui vont nous permettre d'ignorer ou pas certains logs, certaines traces, pour ne garder que la trace, on va dire, qui représente l'usage fonctionnel direct et qui répond à vraiment à une API qui a été appelée. Alors, quel est le degré de préparation nécessaire des logs et de la donnée qui serait éventuellement disponible dans tel ou tel contexte et voilà, quelle est la barrière à l'entrée finalement peut-être? Alors, pour nous, à partir du moment où on arrive à avoir dans le log des noms d'actions utilisateurs, des paramètres, dans l'idéal un statut de retour, mais avec déjà ça, on est capable de produire beaucoup de choses, beaucoup de parcours. Mais le nom d'une action et ses paramètres sont déjà prérequis. Le statut swap ou code de retour étant vraiment un gros plus parce qu'il va permettre de plus facilement discriminer des comportements en fonction des données d'entrée. Et donc, quand on va classer, on va pouvoir là exprimer quels sont les champs signifiants pour chaque log et éventuellement dire c'est le nom de l'action plus le statut qui est signifiant pour dire que l'on a une opération particulière sur le système. Donc c'était la même question. Écoutez, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à répondre à l'appel à la manifestation d'intérêt qui vous a été proposée. Et puis évidemment, pensez à aller sur Slido pour évaluer cette présentation. Merci à vous. Et donc nous avons la pause de midi et puis différents espaces avec des boîtes repas qui permettent de manger tranquillement chacun à votre gré.
Donc voilà, reprise à 13h30 en 13h30. plénière.